14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. On parle souvent des maux du corps en compagnie de Michel Oudoul. Mais aujourd'hui, on va évoquer la santé et comment parvenir à aller mieux en laissant tomber le mental. On sait bien sûr que nos peurs sont à la racine de bien des stress et des anxiétés, à tel point que mon invité, Seymour Bruxelles, avait fait un livre dont le titre était particulièrement évocateur, La peur à l'origine de toutes nos maladies. Justement, Seymour Bruxelles est avec nous et il va nous donner des pistes pour que vous puissiez mieux vous prendre en main, ou plutôt, j'ai envie de dire, mieux habiter votre corps. Il pourra également vous aider éventuellement à vous libérer de certains traumas, comme par exemple une enfance avec de la maltraitance. D'ailleurs, on ne le dira jamais assez, mais bien des symptômes proviennent de ces moments où on ne s'est pas senti en sécurité. Et on en parlait hier encore avec le 13 novembre. Mais rien n'est figé. Qu'est-ce que ce soit dans votre corps ou dans votre tête ? Alors, au travail, et pour ça, peut-être qu'il faut nous appeler au 0826 300 300 pour décoder tout ça avec Seymour Bruxelles. Et puis en deuxième heure, on parlera de sexualité sacrée en compagnie de Flore Chéry qui vient de sortir un ouvrage sur le sujet, donc on en parlera avec elle. Mais Seymour Bruxelles, merci d'être avec nous, bien dans sa tête, bien dans son corps. On est quand même dans une société où on parle beaucoup d'être bien dans sa tête, enfin que tout parle d'abord dans la tête, mais vous n'êtes pas d'accord avec ça, je crois. Je pense donc je suis, non Oui, quand je pense, je ne suis pas. Quand je pense, je ne suis pas dans le présent, je suis soit dans le passé, je cherche des références connues, et ou alors je projette, je suis dans le futur, mais rarement dans le présent. Voilà. Oui, ce fameux instant présent dont parlent certaines thérapies, certaines philosophies même, oui, on pourrait dire, beaucoup, oui. Mais qui est assez dans le monde occidental actuel, c'est pas trop. Dans cette émission quand même, si un peu. Un peu plus, mais dans notre société, je suis allé il y a 3 semaines chercher des fleurs dans un grand magasin. On était au mois d'octobre et je suis tombé sur les jouets et toutes les décorations de Noël. Je veux dire, ce qui est terrible dans cette société, c'est de pousser les gens à ne pas justement vivre le présent, à consommer et à être toujours décalé de l'instant. Et donc ça, c'est mauvais pour notre santé, c'est mauvais pour notre corps, en quoi ? Parce que le corps, lui, il répond à toutes nos pensées. Si on était conscient de ce qui se passe dans nos cellules après ou pendant chaque pensée, ça va très vite. Une pensée, c'est une vibration qui déclenche une réaction chimique dans le corps, immédiate. Une pensée de peur va déclencher la fabrication d'adrénaline pour pouvoir se sauver, etc. Oui. Voilà, le cœur s'accélère, les pupilles se dilapident. Oui, peut-être d'ailleurs, elles vont peut-être se dilapider. Et les muscles se tendent, voilà. Donc on est en réaction de défense. Et la peur, elle peut être complètement fantasque. Elle n'est pas forcément réelle. On croise rarement un tigre dans les rues de Paris. Et ensuite, par contre, une pensée de joie, d'amour, va déclencher de bonnes hormones qui vont permettre à nos cellules de fonctionner correctement et à notre corps d'être dans le bien-être. Moi, j'avais vu je crois que c'était dans Psychologie Magazine, un jour, ils avaient mis des corps humains avec des couleurs en fonction des parties des organes qui étaient stimulées par les 4 émotions essentielles, qui sont la peur, la joie, la tristesse et la colère. Oui. Et c'était très intéressant parce que c'était vraiment on voyait bien 4 corps coloriés de manière totalement différente. Oui, donc ça, c'est important à comprendre. Et ça, c'est pas les pensées, c'est les émotions. Alors, les émotions l'émotion va plus vite que la pensée. La pensée, elle arrive derrière. Je donne toujours l'exemple de la peur de l'araignée. Si on a à l'intérieur de notre subconscient le programme, parce que nous sommes faits de programmes, la peur de l'araignée, donc vision de l'araignée, l'émotion va plus vite que la pensée. La pensée peut avoir envie de calmer le jeu, se dire mais non, une araignée, mais ça fait pas de mal, ça mange pas les hommes. Et c'est trop tard, parce que le programme est déclenché et l'émotion a provoqué ce qu'on définissait tout à l'heure là, au niveau du corps humain.
Donc l'émotion va beaucoup plus vite que la pensée. Alors ce qui est intéressant sur les couleurs, il faut savoir que ça existe depuis très longtemps, c'est au niveau visuel, on peut photographier le champ vibratoire du corps, hein, c'est l'effet Kirlian, hein, c'est dans les années 50, et aujourd'hui, avec une technologie beaucoup plus avancée, le professeur Korotkov, un russe, a repris les travaux de Kirlian et qui nous permettent, avec des appareils donc sophistiqués, de photographier ces couleurs, justement, la qualité vibratoire du corps énergétique, qui peuvent nous montrer les fuites, et ce qu'on appelle des fuites énergétiques, et le dysfonctionnement de certains organes. Donc on peut avoir un diagnostic très précis du champ vibratoire du corps par ce phénomène donc technologique, hein, c'est de la science. Et peut-être ce qui est important aussi à dire, enfin c'est ce que vous travaillez dessus depuis très longtemps. La seule chose qu'on peut faire dans notre fonctionnement, c'est la respiration sur laquelle on peut agir. Et c'est pour ça que c'est si important d'apprendre à bien respirer. Et grâce à la respiration, on peut diminuer le stress, on peut diminuer la peur, on peut diminuer la colère, parce que c'est une manière de réhabiter son corps en quelque sorte, hein, c'est ça. Exactement. Alors il y a une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque, et aujourd'hui qui propose dans vos smartphones un programme qui s'appelle, par exemple, il y a celui-là, il y en a plusieurs, mais Respire Relax, voilà, c'est un programme qu'on met dans le smartphone avec un rythme de respiratoire, d'inspiration, d'expiration. Ça dure 5 minutes et on remet le corps en cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est la cohérence entre le cerveau, cœur et l'encéphale. Et ce système améliore tous les systèmes du corps humain. Et on se remet vraiment dans un rythme et un centrage de sérénité face à une émotion en quelques minutes. La respiration, c'est très juste, nous ramène dans la conscience du corps. Alors que la pensée, le mental ou l'émotion va nous dégager du corps et partir dans les méandres du mental. Et c'est pour ça, par exemple, que le yoga, en général, a beaucoup d'effets positifs sur notre santé, sur notre relaxation, sur notre capacité à se sentir mieux, parce que justement, c'est un sport. Enfin, bon, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas parler de sport quand on parle du yoga, mais méthode. Oui, c'est une technique, merci, qui nous remet dans le corps, en fait. Et c'est tout ce qui va. D'ailleurs, souvent, c'est pas une généralité non plus, mais souvent les sportifs sont plus en relation avec leur corps, parce que justement... Alors peut-être trop, parce que parfois dans la performance, oui. Parce qu'il y a des sportifs de haut niveau qui scrutent le moindre ligament, le moindre nerf, le moindre muscle, j'en ai connu, et alors ça devient un enfer pour eux, parce que justement, ça va trop loin. C'est parce qu'ils en font... Enfin, ils demandent trop. Ils demandent trop à leur corps. Et voilà, exactement. Ça va trop loin. Le sport au niveau détruit le corps, en fin de compte. Comme tout, c'est le juste milieu. Voilà, l'équilibre. Entre la pensée et le corps, parce que malgré tout, c'est important d'avoir une intelligence, un néocortex, parce que c'est lui aussi qui va pouvoir interpréter les ressentis que nous donne le corps. Mais le mental, on crache pas sur ses capacités. C'est un outil formidable qui nous a permis d'être éclairés en ce moment, d'être chauffés, d'avoir des technologies qui nous permettent de s'alimenter. Que la radio fonctionne. Voilà, donc dans ce sens-là, le mental est très très intéressant, mais au niveau émotionnel, affectif, la destruction des cellules par le mental, elle se fait tous les jours par la peur et la colère, par exemple. Et le stress, oui. Voilà, le stress, c'est 90% des maladies viennent du stress. Et l'anxiété. Qui déstabilise tous les systèmes du corps. Voilà. D'accord. Et puis quand on a eu un trauma, peut-être que c'est important aussi de retravailler sur le corps, sur le ressenti pour aller mieux. Et je crois que c'est Nathalie qui va témoigner en ce sens dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Seymour Bruxelles qui va vous aider à vous sentir mieux dans votre corps et vous maintenir en bonne santé. Vous êtes ostéopathe et vous êtes également auteur de nombreux ouvrages, dont La peur, à l'origine de nos maladies. Oui. C'était aux éditions... Le Courrier du Livre. Le Courrier du Livre. Très Daniel. D'accord. Eh bien Nathalie, merci de prendre la parole et d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Seymour, bonjour Brigitte. Bonjour Nathalie. Je suis ravie d'être avec vous aussi. Oui, effectivement. Alors moi j'ai eu des gros traumas de toute petite fille. Oui. Voilà.
Mais je vais donner un témoignage très positif parce qu'aujourd'hui, j'ai 62 ans et je vais très bien. Ça, c'est super. C'est une bonne nouvelle. Parce que excusez-moi, hein, Nathalie, mais je pose la question à Simon Roussel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est enfant, on va se construire dans une sécurité parentale, normalement, et tout doucement, on va prendre confiance en soi, en son corps, en son esprit, en ses émotions, etc. Quand il y a des traumas tel que ce que vous avez l'air de décrire, Nathalie, on est en dissociation, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui n'est pas dans le réel. Oui, parce que justement, c'est la fuite qui permet des fois de survivre. La fuite du réel qui permet de survivre parce que la réalité est trop dure. Effectivement, la fuite de la réalité, tout à fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire un travail avec une kinésiologue, à pratiquer le yoga, comme vous disiez, la respiration, effectivement, et j'ai approfondi les techniques respiratoires justement avec la découverte de Wim Hof et un de ses disciples, j'allais dire, qui enseigne ça très bien et qui a approfondi la respiration, qui s'appelle Leonardo Pelagotti. Alors Wim Hof, il faut expliquer un peu ce que c'est parce que je pense que moi les je auditeurs, ne connais pas. Voilà, c'est se plonger le corps dans la glace. Allez-y, dans le froid. Alors plus ou moins. Moi, c'est pas pour moi ça. Moi qui déteste le froid. Ouh là là. Alors moi je détestais le froid, Brigitte. Ouais. Eh bien j'ai découvert ça pour la confiance en soi, c'est-à-dire que c'est des challenges quoi. Et en fait, il y a toute une préparation respiratoire qui est un peu de l'hyperventilation, comme en respiration holotropique. Voilà, donc on réchauffe le corps et on fait une visualisation, mais après au niveau inflammatoire, au niveau des traumas, ça va vous chercher au plus profond de la cellule. En fait, on vous met dans du froid pour réparer des inflammations ou des articulations qui sont... Si je peux me permettre, hein, l'objectif c'est de créer un stress dans le corps pour réparer, voilà, justement. La cryothérapie... Le mal par le mal, quoi. Le stress, on va pas très loin dans le stress parce que si ça devient inconfortable, c'est pas bon pour le corps. Donc on y reste le temps que son corps puisse supporter. À partir du moment où le corps, et quand on fait des initiations, c'est pas au-delà de 2 minutes. Si vous voulez, c'est juste pour avoir les premières sensations. Après, les gens qui pratiquent vraiment, moi le plus que j'ai pu y rester, c'est 6 minutes et demie, et c'était mon max, quoi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Mais derrière, ça m'a donné, ça donne une pétillance au niveau des cellules, et ça va chercher. Alors évidemment, j'y vais toujours avec une intention. Oui. Voilà, je pose toujours une intention. Dans l'intention, chaque fois que j'ai fait ce genre de bain, c'est la confiance en moi, la confiance en moi, la confiance en moi. Mais est-ce que justement, j'essaye de comprendre, hein, pour que tout le monde puisse comprendre. Est-ce que Nathalie, justement, ça vous donne confiance parce que vous vous dites j'ai su le faire, j'ai dépassé le faire, ouais. C'est ça, d'accord. Ouais, c'est le dépassement de soi. D'accord, ok, je comprends. Le dépassement de soi. Bon, alors après, ça c'est venu quand même en ayant fait, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de l'EFT. Bon, moi j'ai toujours été attirée par tout ce qui est... Je n'ai jamais pris de médicaments malgré mes gros traumas, parce qu'il y a des traumas de petite fille. Hein. Mon grand-père était pédocriminel, mon papa était un violeur et mes frères aussi, hein. Dans une famille de 10 enfants. Hein. D'accord. Donc j'ai été l'objet sexuel et ma maman a passé toutes ses frustrations sur moi. Donc j'étais son souffre-douleur. Oui, vous venez de loin, bravo. On va dire, je viens de loin, mais je suis fière de mon vous parcours. pouvez, bien sûr. Parce que, et alors, comme quoi, quand on a la volonté, je pense, on peut y arriver, quoi. C'est-à-dire que ma sensibilité à la vie, j'ai toujours eu une grande sensibilité, une énorme sensibilité. Je sens des choses que les gens ne sentent pas ou ne voient pas, je dirais, bon, enfin voilà. Et cette grande sensibilité m'a toujours fait aimer la vie au plus profond de moi. Oui, mais c'est là où... Oui, mais Nathalie, c'est votre témoignage, encore une fois, je rebondis dessus parce que quand on parle de dissociation, c'est réellement ça. Vous avez une sensibilité qui a dû vous permettre, justement, au moment où on vous violait, où votre corps d'enfant était soumis à des horreurs, eh bien, il y avait une partie de vous qui était ailleurs. Mais je me revois, mon frère, quand mon frère m'a violée à 13 ans, vraiment, je me revois au-dessus de moi, quoi.
Mais oui, absolument, Ouais. la sortie du corps, la sortie du corps dont on parle. Et c'est pas par hasard que pratiquement tous les vrais bons médiums, je parle pas des manipulateurs, sont des gens qui ont eu des enfances massacrées, parce que pareil, alors vous en avez fait une force, et tant mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous, à la fois, vous allez mieux parce que vous en avez fait quelque chose de positif. Voilà, et aujourd'hui, je visualise que mes rêves, quoi. Oui, Voilà. mais alors vous n'avez pas de mérite. sur ça. Vous n'avez pas de mérite, Nathalie, parce que quand vous rentrez dans un truc d'eau glacée, vous sortez du corps. Oui, voilà, alors donc, c'est facile, hein. Non, je sors pas du corps. Qui est dans l'eau glacée? Qui? C'est génial, c'est absolument génial. C'est génial. Ouais. Et d'ailleurs, Spélagotti, il a mis en place un festival du froid. Ah bon? Tous les début janvier dans le Cantal. Ouais. D'accord. Non, mais Donc, ça c'est nos hommes politiques. C'est pour qu'on mette moins, pour qu'on arrête de se plaindre de la hausse de l'électricité qui nous oblige. Non, c'est très intéressant. Et puis après, bon, voilà, il a créé une école Inspire Potentiel. Donc j'ai pris des cours, moi, voilà, j'ai fait plusieurs formations avec lui. C'est très intéressant la respiration, parce que c'est un outil qu'on peut maîtriser, alors qu'on a l'impression qu'on peut avoir un effet sur notre respiration. Oui, bien sûr. C'est passionnant la respiration, vraiment. Ah ben ça, je suis d'accord. On est tous convaincus. On est tous convaincus. Cette Et le yoga, n'en parlons pas. capacité à ralentir sa respiration, ça devrait être appris aux À l'école. adolescents. À l'école, vraiment. Ouais. Sur une Voilà. classe de CM1, j'ai fait un exercice. Il y avait 2 élèves qui savaient respirer normalement et les autres pratiquaient déjà la respiration inversée. Oui, C'est grave, hein. CM1, c'est pas vieux, hein. C'est 9-10 ans. Il y a un très beau livre sur la respiration d'ailleurs qui s'appelle Les Contes soufflés d'Olivier Mortara. C'est aussi bien pour les enfants que pour les grands. D'accord. Il est absolument divin ce livre. Et moi, puisque je parle beaucoup de sexualité dans cette émission, je dis que parfois, respirer en chœur dans un couple, dans des moments d'intimité, pas forcément sexuels, mais dans des moments d'intimité, c'est extraordinaire, parce que ça permet de se calquer sur la respiration de l'autre, ça permet de prendre conscience de sa respiration dans quelque chose qui est un jeu sympathique, parce que c'est quand même chouette d'avancer dans ce domaine-là avec l'autre, quoi. Un jeu de partage et d'accord sur la même fréquence, c'est ça qui est important. Oui, c'est vrai. Tiens, Voilà. amusez-vous pendant ce week-end, pendant que vous êtes en train de faire l'amour. Inspirez en pénétrant et expirez en ressortant. C'est très très intéressant. Oui, c'est très intéressant. J'ai déjà expérimenté. Et dans l'eau glacée, vous l'avez fait dans l'eau glacée là? Non, alors dans l'eau glacée, on fait de la respiration profonde, il faut, parce que l'eau glacée, bien évidemment, quand vous descendez au niveau du ventre, elle a tendance à vous, enfin, elle n'a pas tendance, elle vous scie, quoi. D'accord? Donc là, il faut aller dans sa respiration la plus profonde, hein. Sinon, vous haletez, et si vous commencez à haleter, c'est bon, vous pouvez sortir. C'est même pas la peine de descendre dans l'eau. Bien sûr, mais là, ce que vous racontez, en fait, si on va à l'extrême de ce que vous racontez, on le voit, il y a certains maîtres, je ne sais pas comment on les appelle d'ailleurs, qui sont capables de marcher sur les braises sans sentir la chaleur. C'est une capacité, en effet, à être tellement en soi que quelque part, on ne ressent plus ni le froid, ni le chaud, ni la douleur, ni le plaisir. Ça c'est un peu dommage. Ça. Mais bon, c'est une autre histoire. Écoutez, merci beaucoup Nathalie de cet échange, en tout cas. Merci à vous et bravo. On fait une petite pause et on va se retrouver avec le Love Conseil du jour. On va se dire je t'aime. Pourquoi c'est si important de se dire je t'aime? Vous le saurez dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Seymour Bruxelles, on va se dire je t'aime. Hein. Vous connaissez peut-être cette scène d'un film de Fernandel qui répète sur tous les tons quelque chose. Et c'est un petit peu ça que je peux conseiller, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment du mal avec le je t'aime.
eh ben, il faut essayer de pratiquer cet exercice qui consiste à dire je t'aime de différentes manières, mais tout seul. Et puis on le dit de 10 fois, 20 fois, sans aucune intonation, très très neutre, et puis ensuite avec beaucoup de sensualité, ensuite avec beaucoup d'amour, enfin bref. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ce mot rentre dans notre langage, rentre dans notre tête, eh bien ce sera plus facile de le dire, parce que quand on ne sait pas dire je t'aime à son ou sa partenaire, eh bien ça peut créer quelque chose qui à force va nuire à la relation. Et c'est vrai que si vous arrivez à vous entraîner et si vous arrivez à être réceptif à ce que vous ressentez en le disant, parce qu'au début ça sera peut-être pas facile, vous allez vous dire elle m'embête avec son exercice, Brigitte, j'ai pas du tout envie de le faire. Et pourtant, si vous répétez cet exercice, vous obtiendrez vraiment un résultat. Alors ça pourrait être valable avec d'autres choses que le je t'aime, mais on sait que les mots qu'on ne sait pas dire, il faut s'habituer à les dire d'abord seul, face à soi, pourquoi pas, pour ensuite arriver à les dire. Il faut qu'ils sortent du mental, il faut qu'ils sortent du cerveau, il faut qu'ils prennent justement une valeur matérielle, sonore. Alors le film, c'est le Spoons avec Fernandel. Ah oui, c'est exact, oui. Donc il va répéter sous différentes sensations et humeurs c'est sa phrase. Mais quand on a du mal à dire je t'aime, je pense que c'est parce qu'on ne nous l'a pas dit. Souvent, c'est qu'on n'a pas reçu. Bien sûr. Pour le donner, il faut recevoir. C'est toujours l'équilibre entre donner et recevoir. Voilà. Bien sûr, mais... Alors, il faut se le donner à soi-même, d'abord, je crois, non ? Donc, je m'aime. Bah oui. Je m'aime. Oui, je m'aime. Et puis après... Pour aimer l'autre, il faut d'abord... La phase précédente, c'est de s'aimer soi-même. Pas de s'aduler, mais de s'aimer soi-même. Donc, je pense qu'il faudrait commencer par ça. Par s'aimer soi-même, se dire je m'aime, et le dire, sortir vibratoirement de la bouche, du corps. Et puis, cet exercice, de s'entraîner à dire je t'aime à l'autre. Absolument. Et puis, c'est le moment important, parce qu'on est vendredi aujourd'hui. Et si vous avez suivi tout au long de la semaine, vous savez que d'abord, tous les jours, grâce à Sud Radio et grâce à Passage du Désir, vous pouvez gagner ce vibromasseur gonflable Hector. C'est pas rien. Il s'envole quand il est trop gonflé. Non, mais il se gonfle. C'est assez impressionnant. Enfin, c'est un objet assez... Voilà. Et c'est aujourd'hui, parmi tous ceux qui se sont inscrits depuis lundi, mais qui vont aussi s'inscrire aujourd'hui, que l'on remporte le calendrier de l'Avent, Passage du Désir. Vous savez ce que c'est que le calendrier de l'Avent, tous les jours on ouvre l'Avent Noël, on ouvre 1er décembre, 2e décembre, et on ouvre une petite case et on gagne. Alors là, on gagne pas des chocolats, on gagne des objets. Dans ce calendrier de l'Avent Passage du Désir, il y a quand même pour 660 € de cadeaux. Ah oui, quand même. C'est pas rien. On rigole pas sur Sud Radio et Passage du Désir. On joue. On joue quand même pour quelque chose de formidable. Mais il n'y a pas de chocolat. Quel dommage. Écoutez, je peux vous offrir des chocolats pour Noël, mais je vous avais dit qu'il fallait pas parler de Noël avant. Alors oui, maintenant, maintenant on y est, là, le calendrier de l'Avent. Non. Ça commence le 1er décembre. On est en novembre, mais vous l'aurez pour le 1er décembre, c'est important. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous envoyez par SMS Brigitte au 7 20 18 et l'un d'entre vous sera tiré au sort et repartira aujourd'hui peut-être avec le vibromasseur gonflable Hector de Passage du Désir ou le calendrier de l'Avent Passage du Désir. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller vous inscrire par SMS. Et puis c'est Valérie qui est avec nous. Vous avez eu un accident avec une triple fracture de la rotule. Bravo Valérie. Et vous avez envie de témoigner justement sur cet accident. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité. Bonjour. Bonjour. Oui, alors oui, c'est vrai que Monsieur Michel Oudoun m'avait reçu parce que j'étais plein de questionnements par rapport à cette triple fracture de la rotule, avec un cerclage au banage. Enfin bon, c'est un genou qui a mis presque 2 ans pour se rétablir, entre le kiné, entre pas mal de choses. Alors c'est vrai qu'on avait évoqué les circonstances dans lesquelles je vivais à cette époque-là. Et j'étais bourrée de colère. Bon, d'autant plus que cet accident n'a fait que accentuer cette colère, puisque la colère me disait d'arrêter et je ne l'écoutais pas. Donc, on a fini par me stopper, effectivement. Et,
Enfin, vous Et voulez avec dire un que refus. l'accident vous a stoppé net votre... Arrêtez quoi? Ma vie, ma vie que je menais, toujours dans l'effort, toujours dans l'urgence. Donc c'était toujours un dans- genou droit, alors j'imagine, dans ce que vous dites. Non, c'était Monsieur Brigitte. Pardon? C'était le genou gauche. D'accord, bon, C'était parce le que vous genou parliez gauche. de votre vie, de votre besoin Donc je pensais que c'était par rapport à vous-même. Donc non, c'était par rapport à votre relation. Oui, alors il y avait la relation, mais il y avait ce que je vivais aussi, il y avait ce que je vivais et en fait j'ai eu des alertes puisque j'avais fait une double entorse, j'étais tombée du lit. Enfin bon, il y avait plein de petites choses qui auraient dû m'alerter avant et je n'ai pas su les entendre, j'ai pas su les voir ou peut-être les écouter et puis du coup voilà, cet accident m'a stoppé net. Pour me permettre aussi peut-être de faire un feedback sur ma vie, sur ce que je vivais. Alors, vous voyez, ce qui est important, vous pouvez réagir aussi, si vous voulez mettre du sens, c'est moi, Bruxelles, mais ce qui est important quand on est immobilisé à cause d'une fracture ou d'une entorse, ou etc., le corps ne peut plus fonctionner. Et l'hyperactivité du corps ne pouvant plus fonctionner, il y a parfois une activité psychique qui se met en place et qui peut être très bénéfique pour avancer dans sa compréhension de soi. Ou alors, on continue à être dans des ruminations ou dans des colères, et à ce moment-là, on met beaucoup plus de temps à guérir. Mais si on a la chance, au moment de l'immobilité du corps, d'avoir une activité psychique qui fonctionne plus, eh bien, à ce moment-là, on peut mettre du sens et on va guérir plus vite. Alors, c'est un peu simpliste ce que je raconte, mais c'est une réalité. La souffrance, elle a un sens. Le sens de la souffrance, c'est de nous faire avancer. Moi, je suis désolé de voir autant de gens, puisque je soigne beaucoup de monde, voir ces gens-là souffrir et ne pas comprendre pourquoi, et ne pas avancer et se remettre dans les mêmes situations, dans les mêmes problèmes. Hippocrate disait, si tu tombes malade, change de vie. Voilà. Alors, changer de vie, c'est pas facile, ou change de façon de voir la vie. Mais c'est le moment où il faut réfléchir et que cette souffrance soit bénéfique. Alors, c'est pas facile à dire à tout le monde. Oui, c'est vrai. Et je pense que il y a un temps justement pour accepter, puisque moi j'étais dans le refus en fait Bien de sûr. cet accident. J'étais dans le refus de broche, d'un chirurgien qui m'avait opéré que je ne connaissais pas. Donc il y avait toute cette colère là en plus. Donc j'ai généré aussi de l'algodystrophie qui a duré des mois. C'est ce que j'allais vous demander, parce que voilà, c'est la suite logique de ce genre de situation. L'algodystrophie, donc le corps refuse la guérison. Voilà, et j'avais un ostéopathe parce qu'on m'a fait faire des cures thermales, on m'a fait faire de la rééducation intense pendant 2 mois et demi dans un établissement spécialisé. J'ai fait 8 mois de kiné. Mon kiné à cette époque-là me disait, écoute Valérie, je suis désolée de te le dire, je devrais pas te le dire, mais tant que tu auras la ferraille en toi, tu souffriras déjà, parce que elle me faisait souffrir énormément. Tu souffriras et on ne pourra qu'avancer que quand ce sera sorti. D'accord. Donc le chirurgien m'avait dit, c'est un an de broche, et à la suite d'un an, on l'enlèvera. Et du coup, vous voyez, j'ai eu l'accident le 7 mars, j'ai été brochée tout de suite, et au mois d'août, la broche ressortait. Oui. La broche ressortait de mon genou, et là, j'ai revu mon chirurgien qui m'a réopéré en septembre d'urgence. Mais c'était en quelle année, ça? C'était en quelle année? Comment? C'était en quelle année? L'année dernière. Donc c'est récent tout ça, ouais. Non, l'année dernière, non, l'année d'avant, pardon. 2023. 2023. Mais alors, oui. qu'est-ce qui vous a fait, à un moment donné, lâcher, comprendre, accepter? Parce que c'est cette phase-là qui fait qu'à un moment donné, ça va mieux. Eh bien, c'était de continuer à se battre. C'est vrai que quand le matériel est
quand le matériel a été extrait de mon genou, donc il y a eu tout un travail encore de rééducation pour marcher, pour reprendre le goût à la vie, pour reprendre confiance en soi, parce que quand on est comme ça aussi longtemps, j'ai envie de vous dire handicapé, hein, ne pas pouvoir conduire, ne pas être en béquille pendant des mois et des mois. Et dépendant des autres, ce qui ne vous plaisait pas non plus. Ça. En tout et pour tout, je pense que ça m'a pris 1 année et demie, en fait. 1 année et demie. Oui, mais vous répondez pas à ma question, Valérie. Qu'est-ce qui vous a tout d'un coup aidé à accepter? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça allait mieux? Je pense que quand j'ai vu que j'arrivais à plier ma jambe, surtout parce qu'elle ne pliait plus, et c'est ça, en fait. C'est d'avoir mis de l'effort dans l'effort pour pouvoir me convaincre que je n'étais pas la seule dans cette situation-là, que plein d'autres personnes avaient dû passer aussi par ce genre d'intervention. Oui, mais vous voyez, vous êtes toujours dans le faire, dans ce que vous me dites. C'est-à-dire que je pense, alors vous en avez peut-être pas été consciente, mais je pense qu'inconsciemment, à un moment donné, il y a quelque chose qui dans votre psychisme a accepté et a fait que vous avez avancé en voyant les choses un petit peu différemment, parce que sinon vous pourriez être encore dans peut-être que vous y êtes encore. La leukodystrophie, elle a disparu? Ah oui, Ça y est ? Oui, elle a disparu bien avant qu'on enlève les... D'accord. J'avais rencontré une femme qui faisait de la médecine chinoise, hein, puisqu'à cette époque-là, j'écoutais aussi Michel Audoul, j'avais son livre, donc je faisais quand même pas mal de cataplasmes, d'argile, ce genre de choses. J'allais voir un chiropracteur aussi, hein, et puis... Et qu'est-ce qui, à un moment, quelqu'un parmi toutes ces personnes que vous avez vues, qui mettent du sens en règle générale, ou qui disent des choses qui peuvent vous faire avancer, vous n'avez pas souvenir de ce qui a pu... Le lâcher-prise, il est arrivé quand? L'acceptation de la situation? Le oui? Je pense que... Le non. Et pas le non. L'acceptation, elle est arrivée quand on m'a enlevé effectivement cette ferraille là dans le genou. Il y a eu un soulagement alors. Le corps étranger a quitté votre organisme. Oui. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé en vous en fait. Alors c'est vrai que voilà, il y a la méditation, il y a ce genre de choses, et effectivement, quand je reprends le film en arrière de tous ces événements-là, où je me suis mise en danger personnellement, je me suis dit stop Valérie, il faut arrêter, et maintenant il faut être un peu plus douce avec toi. Alors, voilà. ce que je pourrais dire, alors je vais pas faire du Michel Audoul, je n'ai pas cette prétention, mais ce qu'on pourrait dire, puisque là vous parlez bien du genou gauche, c'est qu'il y a certainement eu une image paternelle qui vous a fait croire qu'il fallait en faire toujours beaucoup et etc., tout en ne pouvant pas être celle que vous avez envie d'être. Donc là, je pense qu'il faut laisser un peu plus de place au féminin ou au yin et lâcher un peu le yang. Tout à fait. Donc cette jambe-là va beaucoup mieux, hein, va mieux. C'est une jambe que je sens qui est différente de l'autre. Hein, voilà. Oui. Par la force des choses. Voilà. Elle a un vécu différent, oui. Elle a un vécu différent. Changement de temps, j'ai des petites douleurs, donc... Est-ce que vous avez changé de vie? C'est ça qui est intéressant. Oui, j'ai changé de vie. Voilà. Oui, aussi. C'est ça qui est important. Hein. Oui. Alors maintenant, c'est d'autres petits problèmes de transit ou de... on va pas passer tout le corps en revue, ça va aller là, Valérie, hein, on va en rester là. Faire un diagnostic général. On n'est pas dans le cabinet du médecin. Bon, en tout cas, merci Valérie de ce témoignage. On va faire une petite pause et puis on va continuer à parler de douleurs, mais cette fois, ça va être le bassin, et ça c'est quand même pas rien, parce que le bassin, c'est quand même... c'est l'énergie vitale. C'est une énergie extraordinaire, et c'est un endroit qui signifie tellement de choses. On en parle dans un instant avec Delphine. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Seymour Bruxelles est avec nous et il nous explique à quel point il est important de bien interpréter ce que nous renvoie le corps. De bien l'écouter et d'être en accord avec lui. Et d'être en accord avec lui et notamment avec son bassin. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Seymour. Oui, Seymour avec un S. Bonjour. Delphine. Bonjour. Avec un D, Delphine. Voilà. Merci d'être avec nous Delphine. Donc vous aviez des fortes douleurs au niveau du bassin, hein, c'est ça ? Alors les fortes douleurs, oui, sont apparues il y a à peu près 1 an. Au niveau du bassin, mais des fortes à un point où ça m'handicapait énormément, alors que je suis pas toute vieille, hein, je suis ni toute jeune. À quel âge vous avez ? Pour moi, c'est 51 ans. Oui. 51 ans. Et en premier lieu, quand j'ai eu ces douleurs, j'ai commencé à réfléchir à justement peut-être la symbolique qu'il pouvait y avoir derrière, puisque pour moi, c'est important de rattacher l'émotionnel ou le mental aux douleurs physiques. Donc, j'ai trouvé des échos à ce niveau-là. Sauf que malgré que je réglais les problèmes, on va dire, mental et émotionnels, les douleurs continuaient à être présentes. Donc, j'ai vu différents ostéopathes qui m'ont pas amélioré la situation. Donc ensuite, il y a eu les examens classiques pour voir et il s'avérait qu'il n'y avait aucun problème au niveau du bassin, sauf éventuellement un peu d'arthrose. Voilà. D'accord. Mais les douleurs étaient là. Donc pour moi... Alors, il y a quand même une piste dont on a parlé mardi au sujet de la ménopause. Hein. La ménopause, parfois, provoque des douleurs au niveau des articulations. Sciatique, c'est fréquent. Hein. Alors voilà, sauf que je ne suis pas ménopausée, je ne suis pas encore en préménopause, mais en effet, on est allé régler ça aussi avec mon médecin homéopathe pour justement soulager un petit peu les choses en homéopathie, en se disant qu'à mon âge, il y avait quand même des petites prémices de préménopause qui pouvaient éventuellement engendrer ça. Sauf que moi, ça me posait problème parce que justement, ces douleurs du bassin, après, se sont répercutées aussi au niveau de la pince, au niveau de la main gauche. Donc, ce qui pouvait être apparenté en effet à des petits symptômes de préménopause, d'arthrose liée à la préménopause. Mais pour moi, ça ne répondait pas à tout parce que pour moi, il y avait la douleur qui était là et la douleur, j'avais besoin de la comprendre. Et alors, cette douleur, elle se situe où ? Dans tout le bassin ou une partie Alors, ça a commencé à se situer au niveau de la fesse droite, donc côté droit. Ça descendait dans la jambe ? Non, pas dans la jambe, mais après, ça irradiait au niveau, donc plus haut, justement, au niveau du bassin. Et à l'arrière, un petit peu, on va dire, au niveau du bas, ce qu'on pourrait appeler le bas des reins, quoi, en fait. Au niveau des lombaires, alors, d'accord. Il y avait pas de sciatique. On a fait les examens. Il y avait pas de sciatique. Voilà. Donc c'est resté localisé, là. Il n'y a jamais eu de chute dans votre histoire, même enfant, hein, même lointaine. Vous n'avez pas subi de chute importante ? Si, mais comme j'ai tout le temps, on va dire, j'ai tout le temps pris soin de moi, autant sur le plan mental que sur le plan physique. Donc pour moi, ces problèmes-là avaient été, on va dire, posés régulièrement tout au long de ma vie, de façon à ce qu'on vienne entacher les problèmes. Mais vous avez trouvé le sens que vous mettez à ces douleurs aujourd'hui ou pas ? Alors, oui, pour moi, il y a deux. Je dis il y avait parce qu'on va parler justement de ce qui s'est résorbé il y a une quinzaine de jours. C'est que pour moi, j'ai mis le sens autour du féminin et autour de l'ancrage aussi, de l'enracinement, de mon empuissancement d'une certaine façon. C'est-à-dire que je suis une personne qui est multi-traumatisée par son enfance, en plus donc hypersensible. Et c'est vrai que j'ai tout le temps préféré être en haut que ici en bas. Donc j'ai travaillé sur cet état dissocié lié à mes multitraumatismes. On pourrait dire que vous avez du mal à vous asseoir sur votre fesse droite.
C'est-à-dire, Brigitte. Ben non, mais vous m'avez parlé de douleur dans la fesse droite. Ah oui, non, mais c'est ça. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que si je cherche à m'asseoir un petit peu de côté sur ma fesse gauche, ça pouvait m'irradier dans ma fesse droite. Donc, pour moi, il y avait vraiment une question de posture. C'est-à-dire que j'aille sur ma fesse droite ou ma fesse gauche, en fait, il y avait soit de la douleur ou l'irradiation, je ne sais pas si on peut dire ça, dans l'autre... Mais c'est plutôt musculaire ou osseux, votre problème? Et justement, j'arrive... Pour moi, ça pourrait être osseux, mais je n'arrivais pas vraiment à l'identifier, à part de me dire, un petit peu, si je reprends cette expression, tant que j'aurai le cul entre deux chaises, et que tant que moi je me mettrai pas à ma place, tant que je m'assumerai pas en tant que telle, et tant que je prendrai pas des postures significatives, tant que je serai tout le temps encore dans une certaine forme de suradaptabilité, le problème quelque part pourrait rester au-delà de la problématique peut-être de la préménopause, bien sûr. Vous avez trouvé vous êtes en couple? Vous avez trouvé votre place dans le couple? Mais disons que je suis en couple en prenant une place qui est de pas trop m'investir dans le couple, parce que j'ai beaucoup souffert dans mes relations de couple, et aujourd'hui j'ai une relation qui me convient, on va dire, dans le sens où il y a de l'engagement sans trop d'engagement non plus. Il y a une expression qui m'est venue à l'esprit, et une expression ancienne, belge peut-être, on disait le ménage allait sur une fesse. Quand le couple ne fonctionne pas, le ménage allait sur une fesse, et non pas sur les deux. Voilà. Ça vous parle, ça? Et est-ce que d'une manière plus large, Delphine, est-ce que dans la mobilité de votre bassin, qui est quand même toute la symbolique de la féminité au sens sensuel du terme, on pense à la danse du ventre, on pense à beaucoup de choses. La reproduction, à la vie, à la reproduction. Etc. Est-ce que cette mobilité du bassin, elle est chez vous libre ou pas? Je crois qu'il y a ça qu'il faudrait voir. Et puis moi, comme ça, il me vient une piste, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, je verrai aussi si l'ovaire droit fonctionne bien. Au niveau des ovaires, il n'y a pas de problème, puisque, en fait, je fais partie, aussi, je tiens à le signaler, partie des femmes qui ont subi le scandale des implants Eschour. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non, je ne sais pas, non. Mais vous allez nous le dire. Voilà, parce que c'est un véritable scandale sanitaire. C'est que quand certaines femmes demandaient la ligature des trompes, certains obstétriciens ou gynécos nous ont vendu, avec un discours bien rodé commercial, de mettre les implants Eschour, qui étaient des implants bourrés de métaux lourds, dans nos trompes, de façon à créer une contraception définitive sans ligature des trompes et sans anesthésie générale. Et donc aujourd'hui, bien sûr, ces implants sont complètement interdits puisqu'il y a un scandale sanitaire autour de ça, avec des démarches en cours. Mais donc, moi, je me suis fait enlever ces implants en janvier 2024, et on n'élimine pas la piste que justement ça pourrait être peut-être lié par rapport aux conséquences. Ça me paraît une piste tout à fait intéressante, puisque moi j'ai eu comme ça le mot ovaire qui m'est venu. Donc vous voyez que quelque part c'est peut-être une piste qu'il faudrait aller suivre. En tout cas, vous nous dites beaucoup de choses et vous avez l'air de bien comprendre aussi quand même toute la symbolique de ce que vous nous dites. Donc comme je dis souvent, ne lâchez pas l'affaire. Votre santé est entre vos mains. Merci en tout cas, Delphine. Je vous propose, avant la pause des infos, la petite devinette du jour. Celle-là, je l'ai trouvée rien que pour vous, puisque vous nous parlez qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Pourquoi les femmes ont parfois des trous de mémoire? La réponse, c'est à vous de la trouver, c'est moi, Bruxelles.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on va continuer durant cette deuxième heure à vous donner des conseils pour aller bien, pour être dans votre corps, avec Seymour Bruxelles qui est avec nous. Seymour Bruxelles, vous êtes bioénergéticien, ostéopathe, et auteur de nombreux livres, notamment Le corps auto-guérisseur. Et ça, c'est avec le docteur Rodolphe Meyer, aux éditions du Livre, c'est bien ça? C'est le courrier du livre. Le courrier du livre, pardon, excusez-moi. Donc, la devinette du jour, pourquoi les femmes ont parfois des trous de mémoire? Et bien là, j'ai un trou de mémoire, franchement. J'ai cherché et... je vais vous donner la réponse. Parce qu'elles se creusent la tête. Alors, à force de se creuser la tête, ça fait des trous de mémoire. C'est bien connu. Voilà. Bon, on va donner la parole dans un instant à Christophe. Et tout à l'heure, on va recevoir également Flore Chéri qui va nous parler du sacré féminin. Mais d'abord, c'est Christophe qui est avec nous. Bonjour Christophe. Merci de prendre la parole. Bonjour Seymour, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Sur un sujet qui m'intéresse parce que des douleurs, j'en ai plein, quoi. Voilà, donc, alors comment l'aborder je ne sais trop. Alors j'ai fait pas mal de... On m'a consulté, j'ai vu des chirurgiens, j'ai vu tout ça. Donc il y a des choses qui sont avérées, notamment que je n'ai plus de cartilage sur mes hanches, j'ai des cervicales qui se font très mal parce que je suis saxophoniste depuis 30 ans, donc forcément le poids de l'instrument et compagnie. Puis j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse et je continue encore. J'ai 62 ans et comment dissocier le mental de tout ça, mais c'est pas évident, quoi. C'est pas évident parce que quand les douleurs sont là, elles sont bien là, quoi. Oui, mais je crois qu'il faut encore une fois ne pas oublier que lorsqu'on parle de psychosomatique, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mal. Les douleurs, elles sont là. Après, c'est à douleur égale. Il y en a un qui va rester au lit complètement pétri de douleur et l'autre qui va aller marcher et qui va pas... Donc c'est pour ça que à chaque fois, c'est un cas particulier, c'est un individu. Et je pense qu'en effet, ce qu'il faut faire, c'est faire des examens médicaux pour voir s'il y a quelque chose, soigner le corps. Et puis ensuite voir comment on fait, et c'est là où je donne la parole à Seymour Bruxelles. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Christophe? Christophe, vous avez utilisé votre corps quand même d'une façon un peu exagérée, peut-être, non? C'est-à-dire que je continue, je joue au golf, je fais 6 semaines de ski par an. Ouais. Il faudrait peut-être doser un peu les choses. Maintenant que vous avez 64 ans, vous n'avez plus de cartilage, vous faisiez un métier physique avant? Non, moi ça fait 30 ans que je suis dans la musique, musicien, donc beaucoup de voitures, mais je suis pas maçon, ou je suis pas dans ce genre de multinationnaire. Et le saxo, c'est une maladie professionnelle, le saxo? C'est une maladie professionnelle. Parce que moi, je soigne différents musiciens avec différents instruments. Il y a vraiment des maladies qui sont liées à l'instrument, quoi. Ah oui, tout à fait, oui. Ça, c'est... La répétition du geste et puis le poids, c'est quoi comme saxo? C'est un alto, un soprano? Je joue soprano, ténor, alto et je joue aussi la suite de traversière. Donc les positions ne sont pas forcément... D'accord. Et comme vous travaillez pendant des heures votre instrument, ça vous laisse des traces, des problèmes, des tensions. Au niveau tissulaire, il faut savoir qu'un tissu tendu, ça sèche, et finit par se calcifier. Et là, c'est plus difficile à soigner à partir du moment où la calcification s'est installée. Et vous pouvez jouer encore aujourd'hui? Oui, je travaille encore. Je bosse, encore. Oui, bien sûr. Oui, je joue, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que ces douleurs, Alors il y a une méthode qu'utilisent les musiciens et les comédiens qui s'appelle la méthode Alexander. Alexander, il avait créé cette méthode parce qu'il avait du mal à terminer sa pièce. C'était un type qui avait la particularité de pouvoir jouer une pièce de Shakespeare toute la pièce tout seul, mais il avait du mal à terminer, et il a compris que c'était sa posture et sa position et ses mouvements qui faisaient qu'il ne pouvait pas et qu'il souffrait en fin de parcours. Et cette méthode, je ne sais pas si vous la connaissez, mais il y a beaucoup de musiciens qui l'utilisent. Donc, non, je ne la connais pas. Voilà, alors ça serait intéressant pour vous d'aller voir un peu comment ça consiste à quoi? C'est une méthode posturale qui consiste à prendre bien conscience de ces mauvaises postures, justement, pendant l'intervention, pendant le morceau avec l'instrument, et de modifier cette posture pour que l'énergie circule mieux, les liquides du corps, et de ne pas en souffrir. Méthode Alexander. Oui, je l'entends parce que moi je parle souvent de posture, c'est assez étonnant d'ailleurs, c'est paradoxal, je parle beaucoup de posture parce que je dis souvent, quel que soit ce que l'on fait, la posture est tout.
Oui, mais tout à fait, vous avez raison. Et on peut gagner, mais vous n'imaginez pas, une énergie incroyable en pratiquant la bonne posture. Et de ne pas être fatigué en fin de concert, par exemple. Et c'est étonnant, quand c'est bien pratiqué, il n'y a pas de fatigue qui s'installe. Je l'entends et je suis convaincu même de ça. Donc je vais aller me renseigner là-dessus. Ensuite, oui, effectivement, je suis quelqu'un d'actif parce que je peins, je sculpte, je fais pas mal de choses. Comme je dis, chez moi, les canapés sont pas usés. C'est bien. Mais dans toutes vos activités, la peinture, c'est pareil. Un peintre, s'il utilise mal son bras, sa main, s'il est en tension pendant l'exercice. Le problème, c'est la tension, toujours. La tension. Oui, voilà. Bien compris. Voilà, pendant l'exercice, et qui va créer des problèmes tissulaires à force de répétition. Peu importe l'activité. Alors, je ne sais pas, parce que je ne suis pas... mais ce que je sais, en revanche, c'est que lorsqu'on pratique quelque chose de répétitif avec le corps, il y a toujours des exercices opposés à faire pour soulager justement les parties du corps qui sont un peu trop sollicitées. Et ça, on le sait dans le sport. Alors je suppose que... Le cheval, par exemple, l'équitation, évidemment. Oui, en effet, c'est comme ça que j'ai découvert ça. C'est parce que moi, en tant que grande cavalière à l'époque, j'avais des exercices que m'avait expliqués et que je faisais régulièrement pour compenser les muscles qui sont trop sollicités par un sport et qui doivent donc, on doit donc travailler les muscles antagonistes. Et peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, Christophe, qui peut être intéressant pour vous. C'est-à-dire que ce qui travaille fort est peut-être un petit peu trop sollicité et aux dépens d'autres muscles qui sont peut-être un petit peu atrophié. On peut imaginer la flûte traversière, par exemple, c'est latéral. C'est latéral et puis c'est déséquilibré, en fait. Voilà, exactement. Donc il faut trouver le bon équilibre, donc travailler, parce que l'instrument, il ne repose sur rien, il est en équilibre, en fait. Exactement. C'est vrai, il n'est pas trop lourd, celui-là. Non, il n'est pas trop lourd, mais c'est insidieux, après, comme... on ne se rend pas compte, en fait. Oui, tout à fait. Et voilà, donc, non, mais après, j'en suis conscient et j'essaie de travailler là-dessus et... Voilà, mais malgré tout, je pense que ça peut être intéressant pour vous d'aller consulter par exemple un praticien shiatsu, pour revenir à Michel Odoul qui était avec nous hier et qui va aussi travailler toute la symétrie du corps, tout ce qui fait que actuellement vous avez des douleurs qui sont quand même importantes et qui peut-être peuvent être un petit peu soulagées par une meilleure réorganisation de votre organisme. Tout à fait, j'ai écouté justement l'émission parce que ça m'intéressait et j'ai entendu ce qu'il disait, c'est très intéressant aussi. Parce que, encore une fois, à douleur égale, on a très très mal ou beaucoup moins, ça dépend aussi de... on sait par exemple que lorsqu'on est en méditation, on peut évacuer une douleur. La douleur, c'est un signal d'alarme qui est important à il faut en tenir compte. Il faut surtout pas débrancher l'alarme. On est bien d'accord, mais on peut dire à sa douleur, je t'ai entendu, je respire, je me détends. Et d'ailleurs, de plus en plus, dans certains hôpitaux, on travaille avec les patients qui sont avec des douleurs, on travaille la relaxation, la méditation. Donc tout ça, on sait que ça fonctionne. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que on va évacuer la douleur. Non, il faut travailler et s'occuper de sa douleur. Mais il faut pas qu'elle devienne une obsession, parce qu'à ce moment-là, elle va être de plus en plus importante. Voilà, la différence entre accueillir et repousser. Voilà. Accueillir la douleur, la repousser, c'est se mettre en tension, c'est se mettre en résistance. Donc c'est l'entretenir, c'est même la renforcer. Alors que accueillir la douleur, ça permet quand même, c'est pas une fuite, c'est accueillir la douleur, l'accepter et redétendre les tissus par l'accueil. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Christophe de cet échange. Et puis, vous avez raison, la musique adoucit les mœurs, c'est bien connu. On se fait une petite pause de quelques secondes avant de retrouver notre rubrique « C'est maintenant » et c'est Fabrice qui va nous raconter un moment terrible qui lui est arrivé. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant.
Eh bien, Seymour Bruxelles, c'est maintenant le moment où on peut nous parler d'un mot qui aura été très important dans notre vie, qui aura changé même le courant de notre existence, ou un moment qui aura été particulièrement fort. Et Fabrice est avec nous, et ce moment, il a été fort, mais pas de manière positive, me semble-t-il. Bonjour Fabrice. Bonjour Brigitte, bonjour Seymour. Bonjour Fabrice. Non, ça n'a pas du tout été quelque chose de très positif. Et je pense que malheureusement, c'est quelque chose que j'aurais à vie au fond de moi. Pour faire simple, de mémoire, le 9 janvier 2009, sur Marseille, il se met à neiger, chose qui arrive très rarement. Donc je suis coincé pendant 2 jours à mon domicile, donc je ne peux pas aller à mon travail. Le vendredi matin, j'arrive à sortir. J'arrive à l'agence, je joue à l'agence sous la neige, donc je dis à mes collaborateurs de rentrer chez eux parce qu'on ne pourra strictement rien faire. Et je décide d'aller voir un client qui se trouvait sur la Ciotat. On déjeune ensemble, tout se passe bien. Et en fait, début d'après-midi, je me dis, allez, je vais aller voir un client, parce qu'en fait, j'ai un client qui, depuis des semaines, voire des mois, ne payait plus, ne me répondait plus, enfin bref. Donc j'ai essayé X reprises d'appeler la secrétaire qui me donnait des nouvelles, mais bon, après, elle me dit, vous savez, moi, je fais ce qu'il me demande de faire, quoi. Je dis, bah oui, bien sûr. Donc je me suis dit, allez, comme il ne me répond pas, c'est sur le chemin, j'y vais. Donc je me retrouve dans les quartiers nord de Marseille et en fait je gare ma voiture et quand je descends à pied, je vois quelqu'un qui sort du bureau en bas, qui revient, après qui rentre. Bon, je rentre dans le bureau, je vois la secrétaire, bonne année, enfin patati patata. Et là j'ai mon client qui arrive de l'extérieur. Bon, je vous passe les petits noms d'oiseaux et qui me dit une phrase, mais sur le moment la phrase, oui je vous en parle, j'en ai chair de poule. Cette phrase en fait je l'entends pas. Puisque je lui dis, écoute, voilà, ça fait des semaines que j'essaie de te joindre, tu me réponds plus, on peut avoir des problèmes, mais bon, on se voit, on en discute, on trouve une solution, quoi. Et en fait, là, il était sur le pas de la porte, et je le revois, il passe son corps à l'extérieur de la porte, il regarde, donc à l'extérieur, à droite et à gauche. Et là, il me regarde, et je revois ses yeux noirs, et là, j'entends la phrase. Il me dit, tu partiras d'ici les pieds devant. Et il prend un ciseau, il me met le ciseau sous la gorge. Et voilà. Et en fait, je sais pas comment j'ai pu, ou comment j'ai fait, si je crois que la secrétaire a dû venir aussi pour s'interposer. Enfin voilà. Vous avez connu un moment de sidération, hein, tellement vous aviez peur. Oui. Je veux bien travailler. On passe beaucoup plus de temps dans notre entreprise qu'avec notre famille, etc. Mais je travaille pas pour ça, quoi. Et ça a vraiment été un moment où je me suis dit mais non, je travaille pas pour risquer ma vie, enfin c'est pas possible. Bien sûr. C'est pas possible. Donc mais là, dans ce que vous nous racontez, d'abord on entend votre émotion, on entend, vous nous avez aussi donné la date exacte, c'est-à-dire que c'est une date qui est ancrée dans votre cerveau. Là, moi, je pense qu'il faut vraiment vous faire aider, par exemple, avec le MDR, l'hypnose. Justement, j'ai essayé puisque je viens de vivre une autre chose qui est vraiment pas drôle puisque je me suis fait licencier. Je dirais pas le terme, enfin bref. Viré, oui, d'accord. Oui, moi, je me suis fait virer comme un moins que rien. Et donc j'ai des gens qui sont dans le milieu musical qui, voilà, je suis quelqu'un d'assez têtu, comme dirait ma femme. Mais quand vous avez une personne qui vous dit une chose une fois, vous avez 3-4 personnes qui vous disent la même chose, je me dis bon allez, je m'ouvre, j'essaye, j'y vais. J'ai fait l'effort, j'y suis allé. Et en fait, en face de moi, j'ai trouvé une personne qui me prenait 100 balles à chaque fois, mais en fait, il se passe rien, quoi. Ça, donc, c'est le MDR, ça, dont vous parlez. C'est ça. Vous avez essayé autre chose que le MDR ? Non, parce qu'après... non, mais vous avez eu une personne avec laquelle ça fonctionne absolument pas. C'est pas la technique qui est en cause, c'est la personne. C'est la personne, et puis c'est peut-être vous qui n'êtes pas encore prêt. Enfin, encore une fois... Moi, je vais être franc avec vous, je suis pas du tout réceptif à ce genre de choses. Je vais vous prendre un autre exemple. Je me suis fait opérer 3 fois des ligaments croisés. La dernière fois, j'ai une phobie, j'ai une phobie des piqûres. La dernière fois, je vois donc l'anesthésiste, je lui dis, moi, vous me dormez au gaz, après vous me piquez tant que vous voulez, mais tant que je suis réveillé, c'est au gaz. Et il me dit, vous savez, on a une infirmière, elle est spécialisée dans la sophrologie, on peut... Ok, donc le jour de l'intervention, l'infirmière vient, elle me met sa petite musique douce, bref, pendant 20 minutes, elle me parle, etc. Elle me dit, alors, monsieur, vous êtes comment ? Je lui dis, le gaz.
Ok, elle me dit, allez, je vais venir au bloc avec vous. Donc elle vient au bloc, elle me chatouille les cheveux, alors le gaz. Et je sentais l'anesthésiste qui commençait à me tapoter un peu le bras. Et tant que je me suis pas endormi, tant que je pouvais bouger le bras, j'ai bougé le bras pour pas qu'il me pique. Donc c'est vrai que je suis pas du tout réceptif à ça. Vous avez des gens qui vont faire du yoga, vous avez... Oui, mais moi, vous non, avez... moi, Non, mais Fabrice, oui, mais c'est pas marche ou crève la vie. Oui, mais alors après, donc, mon ami me dit, il va voir un psychiatre, etc. J'ai eu une fois où j'ai rencontré une mauvaise personne qui m'a fait penser que j'avais un problème. Donc, je suis allé voir un psy sur Aix-en-Provence, qui m'a bourré de cachets. Donc, le soir, la journée, la nuit, etc. À un moment donné, j'ai quitté cette personne. Je suis allé voir mon médecin traitant. Donc, j'avais pris 20 kilos. Et mon médecin traitant, donc, je lui explique ce qui s'est passé parce que j'étais en cours de séparation, etc. Il me dit, ok, donc, il me dit, ça fait 2 mois que tu prends des cachets, t'as pris 20 kilos, ok, là. Il me dit, tes problèmes, ils sont résolus. Je dis, non, il me dit, donc, c'est bon, arrête tout. Non, alors, mais Fabrice, oui, allez-y, c'est bon. Est-ce que vous connaissez l'éthiomédecine ou l'éthiothérapie? Ça vous parle? Voilà. Donc, c'est pas de la psy, c'est pas un travail de psy, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de discussion avec le patient, c'est un travail sur le corps pour évacuer le trauma. Le trauma, il est resté dans le corps. Le corps, il garde toutes les mémoires. Hein. Il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit. Mais là, c'est ce qu'il faut faire pour vous, absolument. Vous êtes à éliminer ce trauma. C'est un travail tout simple à partir d'un témoin qui s'appelle le pouls, c'est-à-dire le pouls qui nous donne la réaction cardiaque. On appelle ça le réflexe auriculo-cardiaque. Ça vient de l'auriculothérapie. L'auriculothérapie, je ne sais pas si vous savez, donc c'est l'acupuncture des oreilles. On retrouve tous les organes, mais on retrouve aussi toutes les émotions. Et en travaillant sur le corps, mais sans une attitude psy qui vous va pas du tout, on peut permettre de faire remonter le trauma à la conscience et de l'évacuer, surtout de l'évacuer, et sans passer par ce qui vous dérange, d'après ce que j'ai compris, dans les expériences que vous avez eues avec des thérapeutes. Éthiomédecine ou éthiothérapie, regardez sur Internet. Voilà, essayez de voir ça. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, Fabrice, c'est que d'abord, vous m'appelez, vous savez très bien que je tiens beaucoup conscience du psychisme et que donc forcément, je vais vous dire des choses qui vont vous parler ou pas, et vous n'allez peut-être pas vouloir les entendre. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous voulez être plus fort que tout, mais malheureusement, on peut pas. La vie fait qu'on va rencontrer des moments difficiles, des épreuves, et à ce moment-là, il faut accepter de lâcher un peu et éventuellement de se faire un peu aider, parce que pour l'instant, vous êtes un super petit soldat. Vous êtes courageux, vous avez lutté, vous tenez, etc. Mais à un moment donné, vous allez vous écrouler, et il faut que vous compreniez que on a tous envie d'être des super petits soldats, mais non, on n'a pas à être des super petits soldats. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous devez être un super petit soldat? Non, je pense pas, je fais avec. Ben voilà, c'est bien ce que j'entends. Vous faites avec, mais c'est pas ça c'est pas ça le devenir d'un être humain. C'est d'accepter que on n'est pas des super petits soldats, et on n'a pas besoin d'être des super petits soldats. Donc il faut que vous lâchiez ces injonctions qui vous viennent certainement de votre père ou de quelque part de votre histoire, vous voyez, parce que sinon vous allez, à un moment donné, ça va craquer. Et j'entends bien que vous avez vos émotions qui sont là, et si vous nous avez appelés, c'est que vous êtes prêts à entendre ce que je viens de vous dire, même si vous n'avez pas envie de l'entendre. Voilà. Ouais. Donc voilà, mais bien sûr que pour l'instant vous êtes hermétique à l'EMDR, vous êtes hermétique au psychiatre, vous êtes et aux piqûres, oui, parce que c'est quelque chose qui rentre, symbolique, qui rentre, qui vous pénètre, alors que vous êtes d'une certaine manière un petit soldat fermé, impénétrable à tout. Mais non, personne n'est dans cette. En tout cas, ça tient pas. À un moment donné, l'énergie s'épuise. Mais ça me fatigue. Hein, c'est sûr, vous épuisez. Je dis toujours, il y a des gens, il se passe rien, ni perso ni pro. Moi, c'est trop, quoi. Trop. Écoutez le petit garçon en vous qui a eu toutes ces injonctions qui vous ont donné cette idée qu'il faut être le petit soldat parfait. Écoutez et écrivez peut-être ce qui va vous venir. Faites déjà ce petit travail, vous, face à vous-même, parce que là, vous ne vous sentirez pas agressé par quelqu'un qui veut vous aider. Et puis merci en tout cas de votre confiance,
Fabrice, merci beaucoup. On fait une petite pause et puis on va parler du féminin sacré, on va parler de plein d'autres choses et puis c'est le dernier moment où vous pouvez peut-être jouer pour gagner ce calendrier de l'Avent. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Simon Bruxelles, je propose une petite masturbation en chœur par téléphone. Vous savez que ça a été un Je croyais que c'était dans le studio, j'ai eu peur. Bon, vous... Oui, si je vois pas ce que vous faites, ça ne me dérange pas. Hein. Bref, en tout cas, ça a été un des grands succès des téléphones roses. Hein. C'était des filles qui racontaient des trucs et les hommes écoutaient au téléphone et ils entendaient des soupirs de plaisir et ça faisait monter leur excitation, etc. Donc c'est en fait assez simple de faire ce jeu dans le couple. Hein, si on est et alors c'est pas forcément nécessaire d'être séparé quelque temps pour le pratiquer et c'est tout l'intérêt de ce sexo conseil. Vous pouvez décider de le faire à un moment particulier. Vous n'êtes pas dans la même pièce. Et vous commencez par ça, par vous parler au téléphone, vous exciter au téléphone, et puis après vous pouvez vous retrouver sous la couette, voilà. Et c'est ça que je trouve. Alors on peut le faire évidemment si on est à l'autre bout du monde, hein, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de l'imaginer d'une manière de préliminaire. Oui, tout à fait. Par exemple, ce week-end, il y en a un qui va dans la chambre, l'autre dans la salle de bain, ou enfin je ne sais pas, c'est suivant l'espace dont vous disposez. Et l'avantage de la masturbation par téléphone, donc, d'abord, c'est que ça laisse une grande place à l'imaginaire, mais on peut aussi dire des choses qu'on ne dirait pas si on était face à l'autre, quoi. Tout à fait. Voilà, donc c'est un petit sexo conseil qui peut être amusant, voilà. Et puis vous avez le droit, si vous avez envie, d'utiliser un vibromasseur, et pourquoi pas Hector, ce fameux Hector, qui est donc le cadeau que je vous offre aujourd'hui grâce à Passage du Désir, hein, ce fameux vibromasseur gonflable Hector dont on t'a parlé toute la semaine. Et puis ce que je précise encore, c'est qu'il vous reste quelques minutes pour vous inscrire et peut-être pour remporter ce calendrier de l'Avent Passage du Désir qui est rempli de plus de 660 € de cadeaux. Le tirage au sort va avoir lieu dans quelques minutes puisque c'est à 16h hein, qu'on aura notre gagnant. Donc vous pouvez pour ça, si vous voulez, envoyer par SMS Brigitte au 7 20 18. Bonne chance à tous. Et on va accueillir Flore Chéry. Flore Chéry que vous connaissez bien dans cette émission. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous nous revenez vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste des questions de sexualité et de relations amoureuses et vous nous revenez avec ce livre au Nouvel Observatoire, aux éditions de l'Observatoire, Au cœur du féminin sacré. Et vous abordez beaucoup de choses sur les femmes aujourd'hui. Avec cette grande avancée hein, des femmes qui ont envie de se réapproprier leur propre vision de leur corps, je trouve. C'est ce qui m'a paru le plus intéressant dans ce livre. Vous avez raison, c'est-à-dire que l'idée de ce livre et l'idée de cette enquête, hein, parce que ce livre, je l'ai écrit à partir d'une immersion qui a duré presque 1 an, où j'ai interviewé et rencontré entre 100 et 150 personnes, que ce soit des participants ou des praticiens, ou alors même des personnes qui avaient des discours dans des livres ou sur les réseaux sociaux autour du féminin sacré. Moi, ce que je constatais déjà comme tendance de fond, c'était des femmes qui étaient dans le milieu médical, parce que si vous vous souvenez bien, j'avais écrit un livre sur le sexe et la science juste avant, que j'avais rencontré... Le microscope dans sa culotte. Le microscope dans la culotte, exactement. Et donc, j'avais rencontré beaucoup de femmes médecins ou de doctorantes en immunité de la femme qui prenaient la tangente et prenaient un parcours beaucoup plus ésotérique ou holistique et qui changeaient de vocabulaire et qui voyaient tout de suite les limites de la médecine et qui trouvaient que déjà il n'y avait pas assez de vocabulaire médical pour comprendre le corps des femmes et qui trouvaient des réponses dans des thérapies alternatives qui se développent dans des communautés donc de féminin sacré qui ont moins rapport avec la spiritualité qu'avec, vous avez raison, des espaces de soins, voire des espaces de compréhension alternative du corps. Oui, parce que alors d'abord je rappelle, vous le donnez une date, hein, c'est à partir des années 1970 que le concept de féminin sacré émerge. Hein.
hein, donc c'est quand même très récent quand on y réfléchit au stade de l'humanité, même si il y a évidemment dans le tantra tout ça depuis fort longtemps cette notion-là. Exactement. Mais ce qui est important, et c'est ce que vous essayez de démontrer aussi dans votre livre, on sait que vous êtes journaliste, mais vous travaillez beaucoup aussi sur la médecine. La médecine, elle a été toujours assez en vision d'une médecine de l'être humain, mais vue par des hommes, des hommes. Et on le sait par exemple sur le plan de la crise cardiaque, les manifestations d'une crise cardiaque ne sont pas les mêmes chez les femmes, et c'est pour ça qu'on passe souvent à côté que chez les hommes, par exemple. Vous avez tout à fait raison, c'est vrai que cet exemple, on le cite souvent. Les experts parlent souvent d'une médecine androcentrée, c'est-à-dire comprise en premier lieu à partir du corps de l'homme. Vous avez raison sur les symptômes cliniques de l'AVC. Plus dangereux encore, les textes cliniques de médicaments qui sont majoritairement faits sur les corps masculins. Pourquoi ? Parce qu'un corps de femme, quand il est testé, il est beaucoup plus complexe parce qu'une femme, ça peut tomber enceinte, et quand vous testez un médicament sur 20 ans, si la femme elle a une grossesse entre-temps, vous arrêtez les tests de médicaments. Pareil, entre une femme qui n'est pas ménopausée et une femme ménopausée, la réaction au traitement va pas être la même. Donc pour des raisons de simplicité, pas forcément parce qu'on vit dans le patriarcat, les tests de médicaments ont été faits principalement sur des corps d'hommes qui sont beaucoup plus simples à analyser. Ce qui fait que les femmes réagissent pas du tout de la même façon au traitement. Il y a un chiffre assez alarmant que je cite dans mon livre, qui date de 2025, de McKinsey Institute. C'est 25% des femmes sont en plus mauvaise santé que les hommes de façon générale. C'est-à-dire que la médecine traditionnelle n'arrive pas assez bien à soigner le corps des femmes. Et le corps des femmes, il a non seulement besoin de soi quand il est malade, mais il a aussi besoin d'accompagnement au cours de sa vie. Quand vous avez des grossesses, quand vous avez une ménopause, vous n'êtes pas malade. Par contre, vous avez peut-être besoin d'un accompagnement. Et c'est pour ça que les femmes ne trouvent pas de réponse, en tout cas dans une médecine qui est là pour traiter des pathologies, mais que dans des espaces de féminin sacré, elles peuvent se dire j'ai des femmes en tout cas qui comprennent mes problématiques, des thérapies alternatives qui leur semblent parfois plus pertinentes pour régler leurs problèmes. Elles ont aussi une forme de sororité, une forme de communauté qui va se créer autour de leur vulnérabilité, qu'elles ne retrouvent pas avec leur médecin de ville, même si elles partagent leurs petits problèmes. Il n'y a pas cet effet communautaire, et c'est ça qu'elles m'ont retrouvé. Moi, le danger aussi que j'ai vu dans ces espaces-là, c'est qu'on parle d'espaces de soins, mais on parle d'espaces de soins non réglementés, c'est-à-dire que n'importe qui demain peut être coach en féminin sacré, et on parle de soins qui touchent à la vie intime, à la sexualité, et on parle surtout à des femmes qui sont parfois dans des états de désespoir assez avancés. Donc moi je milite assez activement pour que ces espaces-là soient mieux compris, mieux encadrés, parce que féminin sacré c'est un mot fourre-tout, et en fait vous mettez dans le tantra, n'importe quel groupe peut s'y introduire très facilement. Et surtout, il y a une vraie porosité. C'est-à-dire que même parfois, la médecine traditionnelle ne peut pas, par exemple, vous parlez beaucoup de thérapie de psychocorporelle, c'est-à-dire on arrête de parler de blabla, on fait beaucoup des trucs avec le corps. Ça, c'est très féminin sacré. Par exemple, le breathwork, les exercices de respiration. Bon, ça, je l'ai fait beaucoup dans le féminin sacré, pourquoi pas. Peut-être que des femmes ont trouvé des réponses. En médecine traditionnelle, on ne va jamais vous demander de bien respirer pour faire évacuer les émotions. Mais on ne demande pas aux hommes non plus. Et on ne demande pas. Lui, je dis aux femmes, aux hommes. Parce que, excusez-moi, mais dans ma patientèle, j'ai 80% de femmes. Il y a aussi le phénomène que l'homme, il n'est pas malade. Même pas mal, tiens, c'est la personne qu'on a eue au téléphone tout à l'heure. Oui. Donc il y a ce phénomène-là aussi. Et les femmes font beaucoup plus attention à leur corps, à elles, et viennent nous voir. Mais je pense que par rapport à Fabrice, les femmes acceptent d'être aidées, là où les hommes savent qu'ils vont mal, mais refusent l'aide. Oui, c'est ça. C'est vrai que chez les femmes, et pourquoi ça se développe plus le féminin sacré, les femmes acceptent l'aide, elles acceptent, et elles ont besoin même de soutien. C'est un élan qui est peut-être beaucoup plus naturel chez les femmes que chez les hommes. Tout à fait. Moi, je pense je travaille beaucoup aussi sur la naissance, la grossesse, etc. Moi, ce qui m'a choqué, c'est à partir du moment où les hommes ont décidé de contrôler l'accouchement et qu'ils ont allongé la femme, ça a été un drame. C'est-à-dire que la poussée, elle est verticale, on le sait, elle n'est pas horizontale, et ça continue aujourd'hui. Voilà. Donc vous avez la tendance, par exemple, des accouchements à la maison, l'accouchement naturel qui revient en force, tout comme la contraception. Avec les dangers que ça comporte avec les dangers, évidemment. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir
pouvoir permettre aux femmes d'accoucher d'une manière plus naturelle, tout en étant dans des lieux sécurisés si jamais il y a le moindre problème, que ce soit pour elles ou pour l'enfant. On est tout à fait d'accord, mais dans notre pays, il existe très peu ou pas du tout de maisons de naissance. Dans d'autres pays, il y a des maisons de naissance partout, c'est-à-dire qu'ils rejoignent ce que vous dites, Brigitte. Mais en France, c'est une catastrophe, ça n'avance pas. Enfin, oui, ça bouge. Il y a des choses qui bougent. Par exemple aussi, je parle donc déjà de la contraception naturelle, parce que l'hormone, de plus en plus comme technique de contraception, elle a du recul. Elle a du recul dans beaucoup de pays, mais elle a des reculs aussi en France. Il y a d'autres méthodes de contraception naturelle. Je sais qu'on en avait parlé chez vous, Brigitte. C'est pareil, ça mériterait d'avoir un suivi beaucoup plus précis si on décide de suivre, par exemple, je parle de la symptothermie, qui est une méthodologie avec 2 facteurs. Chez les hommes, il y a de plus en plus la technique peut-être de la thermorégulation pour les testicules qui va peut-être arriver. Ça mériterait, ces méthodes naturelles, qu'elles soient mieux encadrées, qu'elles soient comprises, qu'elles aient peut-être un suivi chez un gynéco ou un médecin. Oui, mais c'est intéressant, et je suis évidemment pas contre que chacun puisse être en meilleur accord avec son corps. Je crois qu'on ne va pas pouvoir... mais pour ça, faut-il être vraiment capable d'être dans son corps et pas de suivre les premières... parce qu'on entend notamment aujourd'hui avec certains blogueurs, blogueuses plus exactement, on entend aussi des grosses conneries, quoi. Il faut faire attention. Donc c'est compliqué. Mais votre travail, en tout cas, dans ce livre est intéressant parce que vous évoquez tout ce qu'on peut entendre sur le féminin sacré. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on voit bien qu'un corps de femme et un corps d'homme, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça va aussi à l'encontre de ces certaines féministes qui ne supportent plus qu'on dise qu'une femme, c'est pas la même chose qu'un homme, quoi. Alors là, vous mettez le doigt sur un sujet qui est assez compliqué parce que c'est vrai qu'en sortant le livre, il y a donc cette critique qui est faite souvent aux communautés de féminin sacré, qui est celle de l'essentialisme, c'est-à-dire partir du postulat qu'un corps de femme est différent d'un corps d'homme. Ça supposerait des conclusions absurdes qui justifieraient une domination sociale. Par exemple, la femme doit aller à la cuisine parce que voilà, c'est elle qui fait des enfants. Bon. Mais c'est dans la cuisine qu'on fait les enfants. Non, mais c'est là où on materne, c'est là où on produit du lait, je sais pas. Bon, c'est là où elle fait la nourriture, la maman, donc voilà, produit du lait, donc elle est à la cuisine. Je sais pas si ce lien se fait, mais vous avez raison. Une des principales attaques qui revient sur les communautés de féminin sacré, c'est que ces femmes s'essentialisent, reviennent à une définition ancestrale de ce qu'est une femme et donc de son rôle d'être à la maison et d'être juste définie par son rôle de mère. Ce qui est totalement injuste par rapport aux communautés de féminin sacré et aussi moi, je trouvais ça quand même intéressant de voir ces femmes qui portent ce discours de dire le corps a un impact sur la vie de tous les jours. On ne peut pas le nier, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas de corps et de vivre dans un monde qui est un monde de mental. Je pense qu'il refaire la paix avec son corps, c'est ce qui m'a semblé être le message des communautés de féminin sacré que moi j'ai trouvé intéressant pour beaucoup de femmes qui justement étaient trop dans le mental et qui se sont dit il faut que je fasse la paix avec mon corps. On va continuer à évoquer ce féminin sacré au cœur du féminin sacré avec Simon Roussel et Flore Chéry, parce qu'on va revenir sur un sujet que vous abordez qui va plaire à Simon Roussel. On va parler des vibrations quantiques. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue avec Seymour Roussel qui est avec nous, ostéopathe, bioénergéticien et praticien avec aussi une compréhension de tout ce qui est énergie dans le corps, les vibrations cosmiques, quantiques, etc. Et justement, Flore Chéry qui est avec nous et qui nous présente ce livre Au cœur du féminin sacré dont nous avons déjà un peu parlé et qui est sorti aux éditions de l'Observatoire. À un moment donné, vous abordez aussi cette question du quantique dans ce livre. Et ça m'a un peu surprise parce que là on va dans encore plus loin, si je puis dire, que le sacré là. Ou alors le sacré, excusez-moi, mais le sacré est quantique. C'est quoi le sacré ? Pour moi, le sacré, c'est justement l'instant présent. On a commencé comme ça cette émission et tout ce qui est dans le présent, c'est sacré. Et réintroduisons le sacré dans notre vie. La société a complètement dégagé le sacré et la philosophie de toute activité. J'exagère à peine.
Et donc, déjà redéfinir le sacré, et le sacré, c'est une vibration. C'est tout à fait quantique. Alors, il faudra définir tous les termes que vous venez de dire, mais juste pour revenir sur le féminin sacré, le mot sacré n'est pas tout à fait juste, parce que la plupart des femmes, et je le répète, qui sont dedans, sont avant tout pour du soin. Et je mettrais, à la place du sacré, je remettrais le mot nature, un féminin proche de la nature, proche du corps. Mais peut-être la nature est sacrée. Et peut-être la nature est sacrée. Aussi, oui. Et peut-être que moi, le parallèle que je fais, c'est plutôt la nature. Dieu est dans la nature, ou la nature est Dieu, entre guillemets. C'est ça, et le sacré, c'est tout ce qui est naturel. Grosso modo, tout ce qui est la force de la nature. Je crois qu'on est tous les trois d'accord. d'accord. Là, on est d'accord. Donc voilà, bon, je m'en vais. Dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que je me suis intéressée déjà, je m'intéresse beaucoup à la physique quantique parce que j'adore la science et que c'est comme ça que j'avais commencé à écrire ce livre. Et au-delà de ça, j'essayais de trouver des explications scientifiques à, par exemple, pourquoi est-ce que plus de femmes que les hommes cherchent à comprendre leur monde intérieur. J'étais partie d'une chronique que j'avais écrite chez Science et Vie en expliquant que les hormones féminines sont internes, c'est-à-dire l'œstrogène et la progestérone sont programmés cycliquement et l'environnement peut avoir un impact mais reste minime, quand la testostérone masculine réagit énormément en fonction de l'environnement. Donc je vous cite parce que vous êtes un homme, mais vous avez des réactions qui sont tout à fait en phase avec l'environnement, là où chez les femmes, il y a peut-être un besoin de compréhension de son entre guillemets, monde intérieur, plus important parce qu'il y a une programmation qui est lourde et qui ne dépend pas de l'environnement. Vous voulez dire que notre vagin est intérieur et que le pénis est extérieur Je comprends. Alors, c'est schématique. Ça, là, c'est de l'architecture. Mais en effet, voilà, j'essaie d'expliquer scientifiquement ou là, de façon endocrinienne, pourquoi est-ce que peut-être les femmes chercheraient à avoir plus de réponses sur la compréhension de leur monde intérieur que chez les hommes. Donc ça m'intéressait beaucoup les explications scientifiques. Il y a tout un passage là-dessus, notamment. Et si on peut parler donc vous ne parlez pas de physique quantique, parce que vous parlez... En fait, le mot quantique, quand vous l'utilisez, il peut faire appel à une discipline qui s'appelle la physique quantique. Mais ce que j'ai vu, moi, dans les communautés de féminin sacré, c'est qu'on parlait du mot quantique comme d'un adjectif pour parler de plein de choses. Donc, par exemple, si vous parlez de vibration quantique, et vous me dites si j'ai tort ou si j'ai raison, c'est que vous parlez de la dualité de la vibration qui est à la fois... une corpuscule, une onde, non? Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Toute particule est à la fois corpuscule, c'est-à-dire matière et onde. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus l'onde. Et moi, je pratique la thérapie informationnelle, la thérapie d'onde. Bioénergéticien, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. On travaille sur les ondes. Et si on part du principe que si le corps physique, matière, est malade, c'est que le corps énergétique, vibration, est déséquilibré. Ça commence d'abord dans le déséquilibre d'une vibration et ça intègre la matière. Donc rétablissons les champs vibratoires du corps énergétique pour rétablir la santé du corps physique. Est-ce que j'ai été clair ? Oui, c'est-à-dire qu'un corps, vous considérez, il faudrait le prouver scientifiquement. On a parlé tout à l'heure de l'effet Kirlian. On a parlé de l'effet Kirlian et des photographies du corps énergétique. Donc là, on a un témoin scientifique, on a une photo des émissions vibratoires du corps physique et qui nous donne l'état de santé de la personne, suivant les couleurs, suivant... Mais l'autre jour, c'était incroyable, je ne le citerai pas parce qu'il n'a peut-être pas envie que je le cite, mais j'ai un de mes invités qui vient, on déjeunait ensemble, j'étais en avance, j'étais au restaurant, il arrive et il me dit ça a l'air d'aller très très bien. Et puis je sais pas pourquoi, plus tard, au moment il me dit oui, j'ai vu dans ton aura que tout allait très très bien. Et donc il y a des gens qui ont une lecture de l'aura, c'est-à-dire une lecture de notre corps énergétique, corps vibratoire énergétique. Bon, et c'est vrai qu'en ce moment ça va plutôt très très bien. Donc je peux comprendre. Dans la langue française, on dit t'es en forme ou t'es pas en forme. C'est-à-dire qu'avant d'être ce qu'on appelle un corps physique, je suis une forme vibratoire. Donc si cette forme est en bonne santé, c'est une bonne forme qui est ouverte et qui est large. Si je suis pas en forme, ça se voit. Je suis rétréci, je suis coincé. Et je pense que sans s'en rendre compte, on sent, on voit plus ou moins. Alors il y a des personnes qui sont plus cérébrales et peut-être plus dans l'intellect et qui le voient moins. Mais quand on croise quelqu'un, on ressent s'il va bien ou s'il va pas parce qu'il dégage ça. Je pense que là où vous avez en partie raison, bien sûr, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible, on ne sait pas tout, donc bien sûr ça pourrait être
On mettrait le mot aura, vibration. Là où moi je mets beaucoup plus de doutes, c'est quand on commence à utiliser des terminologies qui sont extrêmement précises et utilisées par le monde scientifique, comme par exemple la terminologie quantique. Quantique, ça fait appel à un monde très spécifique et sur un ordre de grandeur que celui des électrons. Donc on parle de l'infiniment, infiniment petit, là où parfois on parle par exemple de médecine quantique en parlant de cellules. Les cellules, c'est pas dans l'ordre de grandeur de la physique quantique. Donc on utilise parfois un verbiage scientifique et extrêmement précis pour définir, et vous l'avez peut-être raison, une impression, en mettant plutôt des mots et un wording qui est de l'ordre de l'impression, une aura, une vibration, parce que vous ne le mesurez pas, vous n'avez pas d'outil de mesure spécifique scientifique. Au sujet de la cellule émet de la lumière. Elle émet des photons, des particules de lumière. Quand elle est malade, elle n'émet plus de lumière. D'accord ? Là, on est dans la dimension quantique et ça se mesure. Mais là où il faut faire attention, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toute une catégorie de gens qui se prétendent thérapeutes quantiques. Donc là, moi, je parle des neutrinos notamment. Donc c'est aussi la lumière. Alors, on est traversé de neutrinos, mais c'est pas pour autant qu'on peut avoir un impact dessus ou que ce qu'on fait a un impact sur les neutrinos. Donc c'est réutilisé. Donc moi, je mets en garde quand même, parce que le milieu scientifique est quand même un milieu de rigueur, de doute, de nuances auquel je suis attachée. Ce que j'ai moins vu dans les communautés de féminin sacré, qui s'appropriaient des mots comme vibration, photons, neutrinos, pour justifier des pratiques derrière qui ne sont pas mesurables et quantifiables par des outils mathématiques qui sont eux utilisés en physique quantique. Donc avant d'utiliser, moi j'entends parfaitement qu'on puisse travailler sur le somatique, travailler sur des imaginaires en disant voilà, vous avez peut-être un aura, un corps énergétique différent de vous et faire des visualisations différentes pour que le patient comprenne mieux ce qu'il vit. Mais pour moi, ça reste de l'ordre du narratif. Quand on utilise des terminologies physiques, je suis sensible au fait que n'utilisons pas des preuves scientifiques sur des choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement. Voilà. On est bien d'accord. En tout cas, merci Flore Chéry. Ça s'appelle Au cœur du féminin sacré. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et en effet, on n'a pas du tout abordé, et pourtant c'est bien abordé dans ce livre, toute la question de la sexualité sacrée. Et je pense que ça peut intéresser quand même un petit peu nos auditeurs, nos auditrices, et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de formidable, c'est que les femmes aussi s'approprient leur plaisir, leur sexualité, et ça c'est quand même... On est sur cette tendance post-MeToo, où les femmes n'ont plus peur de se dire bon, maintenant c'est mes règles du jeu, mes mots, mon désir, mes sensations qui comptent, et c'est plus le monde qui va m'expliquer comment je dois vivre. Et ça, c'est plutôt joli. Ça, c'est plutôt formidable, absolument, et c'est à encourager. Donc vous pourrez découvrir tout ça dans ce livre Au cœur du féminin sacré. J'ai le gagnant non pas du calendrier de l'Avent, mais ça, désolé, parce que le tirage au sort n'a pas encore eu lieu, mais en tout cas, j'ai le gagnant de notre vibromasseur gonflable Hector, c'est Frédéric qui habite dans la Sarthe, le 72. Merci beaucoup, Seymour Bruxelles. Vous le rappelez, hein, notre corps, on a quand même des capacités à aller mieux. Sur une phrase importante, le corps a toujours raison. Écoutons-le. De toute façon, il aura raison. Quand il veut plus avancer, il avancera pas. C'est pas le mental qui va le faire avancer. Non, c'est pas. Non, c'est fini. Voilà. Donc, le corps a toujours raison. Écoutons ce corps. C'est lui qui a les informations quantiques, les informations de l'univers. Je ne cesse de dire ressentez. Cessez de croire et ressentez. Voilà. Et vous irez sur le chemin qui vous convient. Hein. C'est peut-être la formule pour conclure cette émission. Et merci à tous, en tout cas. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne. Et puis, nous serons lundi, justement, quand le corps ne suit pas, on parlera de l'érection avec Vincent Hupertan.